cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace républicain. Mesdames et messieurs, amis de l'espace républicain, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle nous allons nous suivre. Je suis très heureux d'être avec vous encore une fois dans cette édition. Une édition qui va être consacrée, vous l'aurez certainement deviné, à l'examen, à l'analyse du gouvernement Tchibala qui a été publié, il a été rendu public depuis quelques jours. Et les membres du gouvernement vont certainement prendre possession de leur ministère après l'investiture au niveau de l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent. Que tous ces jours-là arrivent et que ce gouvernement se mette à l'œuvre, au travail, pour régler les problèmes de la société, parce que le gouvernement reste un instrument du peuple pour régler ces problèmes. Nous allons donc essayer d'examiner ce gouvernement parce que les élections ont été enregistrées. Les plus pessimistes aux plus optimistes, ces réactions-là sont évidemment le témoignage de l'intérêt que le peuple accorde à la qualité des hommes qui doivent. Nous allons donc essayer d'abord de présenter qui sont-ils, ceux qui sont arrivés au gouvernement, et puis nous irons aussi un peu plus loin en nous permettant de nous interroger sur que peuvent-ils faire réellement et enfin faire si mes différents éditorialistes qui sont aujourd'hui sur ce plateau le permettent bien. Nous allons donc en parler. Nous allons en parler avec évidemment quelques journaux que j'ai pu aujourd'hui rassembler. Jérôme Sekana avec Bonne Gouvernance qui publie lui pour lui Tchibala, un air du déjà vu, c'est raté. Il y a Géopolis Hebdo qui est revenu sur le même gouvernement. C'est un gouvernement qui a l'obligation de résultats, qui doit absolument réussir, parce que s'il échoue, le chaos est impossible à gérer. Nous sommes donc là avec les amis. Je voudrais donc commencer peut-être par Mbolisson, qui va certainement nous présenter. Nous allons examiner les membres du gouvernement un peu commission permanente par commission permanente. D'abord, une première impression générale de ce gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous l'avez apprécié? Comment vous l'avez accueilli? Bruno Mbolisson. Merci beaucoup, Willy Kalengay. Je crois que toute chose, il ne serait pas superflu de noter quand même que l'avènement de ce gouvernement, son investiture, arrive quand même à un moment où le Congo profond est secoué par une tempête de nettoyage provinciaux. Donc, sans qu'on l'ait prévu dès le départ, le gouvernement Tchibala aura quand même à faire face à ces problèmes-là. Vous avez entendu que après la chute de Jean-Claude Kazembe, le gouverneur Célestin Bouillé est tombé dans le Haut-Lomami et la tempête avait déjà atteint la Tchopo et l'Ituri avec une motion qui a été déposée contre le gouverneur Abdallah Penembaka. Bon, d'un problème de procédure qui n'a pas été très bien respecté. Certains députés provinciaux auraient retiré les signatures. Mais à la Tchopo, la tempête, la ville de Kisangani était en ébullition. L'Équateur également est gangréné par la même tempête. Donc il y a une sorte de métastase pour chasser la plupart des gouverneurs. Est-ce que ça se fait de manière objective? Est-ce qu'il y a des sponsors à partir de Kinshasa? Est-ce qu'il y a la stratégie de haute toit de là que je m'y mette? Est-ce qu'il y a un problème véritablement qui est posé de ces gouverneurs? Parce qu'on sait des cas qu'on a soulevé vraiment à la surface. Donc il y a là un problème que le gouvernement Tchibala devra résoudre, de la visibilité et de la traçabilité des fonds, surtout du gouvernement qui est rétrocédé aux provinces et leur gestion. Mais par rapport au tableau, vous l'avez, on le connaît, le gouvernement Tchibala est sorti avec au total 59 membres. Même si dans l'arrangement particulier qui a été toiletté au palais du peuple,
parlait de 54 membres, on est passé de 54 à 56. Il y a donc une petite augmentation. Et de manière générale, il y a une sorte d'équilibre politique. Tous les sociétaires de l'arrangement particulier, ceux qui ont signé, les principaux partis politiques, les principales tendances sont représentées, mais on notera quand même qu'il y a des formations qui ont perdu des postes du groupe, du parti INC de Vital Kamerhe qui a perdu, je crois, 2 postes ministériels. L'UDECO de Banza Moukalai, qui avait un ministère du tourisme, l'a perdu, alors qu'ils ont 5 députés. Le CNC députés son poste, donc il y a comme ça des cas, et des ministres qui sont tombés, qui étaient quand même des poids lourds par rapport à l'architecture politique de la majorité, comme les Boulambo et les Chipasa qui sont tombés sans résistance. Ce n'est pas une guerre quand même, hein? Bon, voilà. Ils ont servi. Oui, il y a je ne sais pas s'il faut appeler ça déséquilibre géoprovincial, mais c'est ça la réalité. Quand on a 26 provinces, et quand les politiques n'est pas forcément attaché à leur province d'origine, ça pose problème. Ainsi, par exemple, dans ce gouvernement, il y a la province de Tanganyika n'a aucun ministre. Aucun ministre, aucun vice-ministre. Les bases il n'a qu'un seul vice-ministre. Le Maïndombe n'a pas de ministre, ils n'ont qu'un seul vice-ministre. La Mongala n'a pas de ministre, ils n'ont que 2 vice-ministres. Pour donner l'exemple un petit bémol, vous allez continuer, mais je pense que Martin de Mine et de Tanganyika. Non. Oui, Martin Kabolulu est plutôt signalé au Lomami. Je ne sais pas s'il est signalé au Lomami. Non, il est Tanganyika. Je ne sais pas si c'est son père ou son mère, mais en tout cas, dans les tableaux que j'ai reçus, il est Tanganyika. Il y a quand même des provinces qui sont, on va dire, entre guillemets, favorisées. Hein? Il y a, par exemple, la première province à être favorisée, justement, c'est la province de la Haut-Lomami. Ils ont 5 ministres. Du Haut-Lomami, pardon. Il y a la province du Maniema. Ils ont 4 ministres. C'est-à-dire, y compris dans les 4 ministres, là, il y a un vice-premier ministre et un ministre d'État. Ça, c'est le Maniema. Et dans les Sankuru, ils ont 4 plus un vice-ministre. C'est ce qu'on peut appeler des provinces défavorisées. Mais encore une fois, favorisées. Oui, c'est ça les tableaux, favorisés et défavorisés, je l'ai dit tantôt. Donc, encore une fois, il y a peut-être, mais il ne faudrait pas qu'on puisse attacher à cela parce qu'on voit des provinces où la participation politique est faible par rapport aux autres provinces. On sait par exemple le Kwilu, l'activité politique est très développée, même si le Kwilu n'a pas grand-chose par rapport au Bas-Jouélé, qui est une grande province, je crois la 2e ou la 3e en termes de superficie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, José Nawech, rapidement. Non, c'est juste pour compléter la connaissance. C'est géopolitique, autant la Constitution est claire là-dessus, autant la Constitution insiste sur l'équilibre provincial, mais autant nous devrions aussi relever le fait qu'il y a des personnalités qu'on ne nomme pas en fonction de leur province d'origine. Je crois que c'est très important. On a besoin qui a à sa tête un tel homme politique, mais cet homme politique, on ne voit pas sa provenance, sa région d'origine, son coin d'origine, mais on voit plutôt son étiquette. Donc c'est l'analyse, nous devrions faire attention. Évidemment, il faut tenir compte de l'équilibre provincial, ce n'est pas une excuse, mais c'est une manière de modérer un peu cette analyse parce qu'il y a des personnalités que l'on voit in toute personne comme attachée à tel ou tel. Encore que l'appartenance provinciale est aussi combinée à l'appartenance politique. Voilà. Je voudrais ajouter, dans le même ordre d'idée, qu'il y a certes ceux qui sont au gouvernement, qui étaient attendus aussi dans ce gouvernement, qui n'y sont pas entrés et qui risquent d'être même les premiers adversaires de ce gouvernement. On a déjà entendu Gaston Dindo, pressenti ministre. Il n'a pas eu la chance cette fois-ci et il a donné les couleurs. Et c'est lui qui était au gouvernement avant, Willy Michiki. À peine sorti, il a donné 3 mois lui-même au Premier ministre. Et puis, Mbala, vous avez les Matungulu, vous avez toutes ces grosses pointures. Bon, je pense que les ambitions sont légitimes. Hein? Les hommes peuvent attendre. Je crois que même dans ce plateau, d'être dans le gouvernement. Je n'ose pas vous soupçonner, Diana, par exemple. Mais ne parlons pas de nos ambitions, aussi légitimes qu'elles soient.
il y a des hommes qui ont été désignés à des postes. Essayons, c'est eux maintenant les leaders. C'est eux être promus pour qu'ils puissent agir pour l'intérêt du peuple. Alors, allons un peu vers ceux qui ont été choisis pour qu'on le connaisse. Pas ceux qui attendaient d'être choisis, qui sont déjà connus mais qui ne l'ont pas été. Oui, voilà. Alors, l'Ecofin, oui. Il y a Modeste Bahati, qui est maintenant un économiste patenté. Mais avant on va y aller, on va essayer d'abord de recadrer. Le gouvernement a des commissions permanentes. Voilà. Et le gouvernement a une commission spéciale qu'on appelle la commission des lois. Elle se réunit quand le gouvernement a une loi à présenter et elle permet le toilettage de toutes les lois parce que c'est quand même une matière experte. Alors si vous êtes d'accord, on va essayer d'aller un peu commission par commission. Pour voir qui sont les hommes qui sont dedans, que peuvent-ils. Je crois que la commission, la première, c'est la commission politique, sécurité et défense. Cette commission-là qui est probablement dirigée, qui sera dirigée soit par le ministre des Affaires étrangères, parce que c'est lui qui a préséance, soit par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ouais. Alors parlons d'abord de ces deux-là, Cheo Kitundu et Shadari, qui sont les vice-premiers ministres qui vont diriger les autres. Jérôme Sekana. Oui, vous savez, la gestion des ambitions pose problème partout, il y a des frustrations. Le problème ici, c'est de voir comment nous allons nous en sortir, comment nous allons sortir notre pays de toutes ces difficultés qui deviennent de plus en plus importantes. En ce qui concerne Cheo Kitundu, c'est un diplomate que je connais personnellement. Il est en train de faire sa touche. Je sens que le chef de l'État lui fait pleinement confiance parce qu'il lui a donné même son jet. Et il est en train de faire le tour du monde. Je dirais pas seulement d'Afrique. Il était à Moscou, un pays qu'on ne fréquentait pas régulièrement. Et il essaye de faire comprendre, de rallumer aussi la coopération au niveau des organisations sous-régionales. Les GEL, CEMAC, ainsi de suite. C'est pour essayer de faire une diplomatie agressive, essayer de faire comprendre à nos partenaires que nous ne sommes pas le diable qu'on nous présente, par exemple. Il faut reconnaître que la République démocratique du Congo n'est pas en odeur de sainteté avec l'Occident et même certains milieux politiques aux États-Unis. Alors, il est question de pouvoir faire selon lesquels l'accord qui a été négocié le 31 décembre 2016 sera appliqué, qu'on n'ait pas de crainte. Pour quel objectif? Pour permettre à ceux-là qui seraient tentés de pouvoir nous aider parce qu'on n'a pas tellement le moyen, parce que le problème qui va se poser, et il est réel, c'est le problème de financement des élections. Au regard de tout ce que nous avons comme problème, il faut plus ou moins mobiliser le petit budget, plus ou moins 500 millions. Voilà. Et on ne peut pas obtenir ça lorsqu'on n'est pas crédible vis-à-vis de l'extérieur. Bien sûr, les conseils de sécurité, je l'ai lu à travers Géopolis, a pris acte de la désignation du nouveau Premier ministre, ce qui est une bonne chose. L'Union européenne a fait son communiqué avec une promesse ferme de pouvoir aider la République démocratique à passer les élections. Mais entre les mots et les actes, il y a une marge de manœuvre, il y a une frontière qu'il faut franchir. Et pour franchir cette frontière-là, il faut que la diplomatie soit agressive. Je vois que côté diplomatie, Tundu se débrouille très bien. Côté sécurité, il faut reconnaître que la méthodologie de travail de Shadari est un peu différente de son prédécesseur. Lui, il va au contact de la réalité et il est qu'il n'agit. Hein, il agit sur base des confrontations des idées sur le terrain. On l'a vu au niveau du dossier Kamwena Sampou, il est allé aussi à l'Est et tout ça. Mais c'est là où il y a tellement de problèmes. Parce que lorsque, par exemple, la CENI commençait à émettre des doutes que ne peut pas déployer les matériels pour faciliter l'enrôlement dans les grands Kasaï, vous avez vu comment les notables du Kasaï sont allés sans les Kasaï. Donc, la grosse épine qui est dans le pied du gouvernement Bruno Tshibala, c'est la sécurité, mais aussi les moyens financiers qu'il faut disponibiliser pour organiser.
et surtout pour essayer de résoudre un temps soit peu, pas de manière totale parce que ça sera difficile, les sociales du Congolais. Donc voilà un peu la situation telle qu'elle se présente. Tiana, vous avez pris la parole. Nous sommes toujours dans... il a expliqué un peu pour les grands patrons, maintenant les différents ministres, les différents enjeux, mais surtout les problématiques qui se posent aujourd'hui, qui vont être confrontées au leadership du Premier ministre Bruno Tshibala. Je dirais que si nous étions en football et qu'on parlait de poules, donc cette commission-là, on l'appellerait poule de la mort. C'est là où il y a de gros poissons. En fait, parmi les 15 personnes que recherchait le président de la République, des personnes engagées et déterminées. C'est ça donc la définition des 15 personnes que le président cherche. Donc nous avions eu à l'occasion de lire à l'époque que c'est payant, conformément à la chose. C'est vrai. Lorsque Jérôme parle de contacts, etc., nous avons vu aussi le ministre de l'Intérieur passer, Bochaba Alitouri, partout là. Tout est question et de l'endroit où se pose et de la manière dont le problème se pose. Et c'est pourquoi je dis que c'est vrai, le problème de sécurité, Chadari a hérité d'une situation explosive avec le Kasaï, parce qu'on ne s'y attendait pas. Ça bouge encore. Lorsqu'on sait que ça bouge là-bas, non, ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse là-bas, ce n'est pas l'Ouganda qui nous agresse là-bas. Nous n'avons pas de gens qui... Mais c'est le Kasaï. C'est pourquoi aujourd'hui les leaders, les notables du Kasaï, au lieu de courir pour venir dire non, on ne va pas faire les élections, ça, non, mais qu'ils permettent à la CENI de pouvoir organiser les élections. Mais comment vont-ils faire eux? Ce n'est pas eux qui empêchent la CENI d'y aller. Non, ce n'est pas eux qui empêchent. Mais c'est pourquoi pas le Rwanda. Mais c'est la guerre, ce sont des enfants du Kasaï. C'est-à-dire, si ils sont notables, c'est qu'ils dirigent les gens. Je vais te laisser parler calmement jusqu'à la fin. Je vous en prie. Alors, s'il y a la guerre là-bas, s'ils sont notables, ils représentent qu'ils ont des hommes à diriger. Ces gens-là qui font la guerre, les miliciens là-bas, sont des gens qui sont sous leur direction. Ils doivent se couper en morceaux pour aider le gouvernement. Parce que vous savez ce qu'il y a avec votre environnement, avec votre bureau conjoint de la MONUSCO. Et bientôt, si le gouvernement envoie des policiers là-bas, les gens vont chercher les fosses communes. Alors, si ce sont les chefs coutumiers eux-mêmes qui vont vers leurs enfants et leur demandent de cesser la guerre parce qu'ils ont besoin d'élections, je pense que ça serait une démarche sincère. Pour le moment, c'est de l'hypocrisie. Venir demander au gouvernement, non, on doit à la CENI, on ne doit pas organiser des élections. Faites de sorte qu'il y ait des élections avec vous. C'est-à-dire sensibiliser ces enfants-là qui viennent de là, qui sortent des familles là. Je suis un ancien mouléliste, nous savons comment ça s'est organisé là-bas. Bon, c'est quand même une révélation. Je le sais. J'avais 10 ans, nous étions dans les maquis, les pions, nous savons comment ça s'organise, ces histoires-là. C'est tout notable là-bas. Comme ils l'ont fait pour les examens d'État d'ailleurs. Ah oui. Alors donc, parmi les hommes dont vous avez cités, il y a Béroua qui est dans ces pôles-là. Oui, le ministre Atama de la Défense qui est dans ces pôles. Je crois que de la communication. Lambert Mende, on peut te citer un peu. Je crois qu'il est dans là. Oui. Les droits humains, il est dans ce pôle-là. Du Parlement, dans ce pôle-là. Ouais. Ben, c'est pourquoi j'ai dit il fallait cela que soit entre les mains, je dirais des idéologues, c'est-à-dire des gens du pouvoir. Véritablement des gens du pouvoir. C'est quoi j'avais dit nulle part. Pourquoi? Est-ce que vous allez en Union soviétique, vous trouverez aux affaires étrangères quelqu'un qui n'est pas vraiment... Vous allez dans quel pays du monde vous trouverez aux affaires étrangères le principe de la loi veut que quand on entre au gouvernement, on n'est plus de l'opposition. Non, on n'est plus de l'opposition. Voilà, mais on est quoi? Du pouvoir. On est du pouvoir. Alors c'est pourquoi je dis ceci. Nous avons passé, chez Okitundu à combler un vide de pendant plus d'un mandat. Je l'ai toujours dit. Qui était là aux affaires étrangères, dormez, vous vous souvenez, je lui avais posé la question, vous êtes toujours parti, vous partez où? Vous faites quoi? Vous dites quoi là-bas? Mais pour le moment, nous savons que je pense qu'il y a quand même il faut apprécier les gens dans leur contexte. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons obtenues. Dans lequel les positions de l'opposition étaient plus
marquante que l'opposition de la majorité. La majorité Je vais revenir à vous, Diana, tout à l'heure, mais que Freddy prenne la parole un peu aussi pour ses premières questions. Oui. Surtout par rapport aux défis. Nous sommes toujours dans la politique, sécurité et défense. Non, je pense que il faut chaque fois que nous, Congolais, qu'on nous apprenions, de faire des pas en avant au gouvernement, il faut souhaiter à ce que ce gouvernement ait du succès. Et c'est capital. Parce que très souvent, quand ça ne marche pas, les gens sont contents. Mais c'est le Congo qui perd. Donc il faut soutenir correctement. Mais aussi savoir que nous passons une période très difficile. Chaque fois, moi, je fais toujours rappel à ce qui se passe sur le plan international. Nous sommes dans un monde très incertain, instable. Il faudrait que ceux qui s'occupent de sécuritaire et des relations internationales soient présents. C'est capital. Parce que, vous savez, je viens de le dire, concernant notre diplomatie à l'étranger, moi, quand j'ai voyagé, je suis parti au Canada, nos ambassades à vivre. Donc on ne peut pas vendre l'image du pays quand nos ambassades sont pauvres. Donc il faut mettre dans les stratégies de financer nos ambassades pour qu'ils aient l'argent. Parce que quand même quand on veut faire payer, il faut inviter les gens, nos ambassades n'ont rien. Donc cette fois-ci, il faut qu'on mette des moyens sur la diplomatie, qu'on mette des moyens sur la sécurité. Pourquoi sur la sécurité? Il y a l'instabilité. N'oubliez pas que la crise financière qu'on connaît, il y a plusieurs vendeurs d'armes. Ils attendent à ce qu'il y ait des désordres quelque part pour aller vendre des armes. Donc si vous n'êtes pas attentif, les vendeurs d'armes vont passer par là, donner des armes passer par là, et puis on se fait la guerre, on ne s'en sort pas. Donc la sécurité, mais aussi la diplomatie. Donc c'est par rapport à ce que moi j'ai dit, l'imitation internationale, il faut en tenir compte. Merci. Dernière question sur politique, sécurité et défense. Il est vrai que l'armée est en train de monter en puissance, on ne va pas revenir sur les questions de l'armée. Il est vrai qu'au niveau de la sécurité, il faudra rassurer tout le monde. Mais moi, je pose la question au niveau politique. Je me dis, est-ce que le gouvernement Tshibala aura la capacité de rétablir la confiance des acteurs? Parce que les acteurs politiques ne sont pas au gouvernement. Il y a aujourd'hui des acteurs qui ne sont pas au gouvernement, ceux qui se positionnent comme opposants. Il faudra que ce gouvernement rassure à tout le monde qu'ils peuvent exercer leurs droits constitutionnels dans le calme, dans la paix, sans briser, sinon nous arrivons aux élections sans une réconciliation nationale, ça sera difficile. Donc, cette question, vous y répondez, puis nous passons au deuxième groupe. Je vous en prie. Oui, je crois que c'est par là qu'on devait commencer, cher Willy, parce que contextualiser ce que nous disons, nous ne sommes pas dans un gouvernement normal, je vais m'expliquer, un gouvernement régulier qui a un mandat devant lui. Nous sommes dans un gouvernement de compromis. Nous sommes dans un gouvernement qui est mis sur pied aller aux élections. C'est ça l'ADN de ce gouvernement. Nous ne devons pas parler comme si c'est un gouvernement issu d'une majorité parlementaire qui nous présente un programme qui s'étend sur 2, sur 3, 4, bref, sur un mandat. Première chose. Deuxième chose aussi, c'est que l'environnement politique général, comment il est? Pourquoi on a voulu d'un gouvernement inclusif? Sur ça. Parce que précisément, nous sommes dans une période en dehors du mandat où l'exercice consiste à rassurer tout le monde. Et chez nous, sous les tropiques, rassurer, faire un gouvernement qui comprenne, je veux dire, l'essentiel des tendances politiques du pays. Il est bien, on doit constater, c'est clair, c'est pas de la mathématique, et qu'il y a une tendance limitée qui manque à l'appel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de gouvernement. Mais nous devons à l'honnêteté de reconnaître qu'il y a une tendance, non des moindres, qui n'est pas là. Maintenant, la question, c'est qu'il appartiendra au gouvernement, justement, de rassurer même ceux qui sont en dehors du gouvernement, parce qu'on n'aura jamais un gouvernement qui comprendrait tout le monde. Et chez nous, c'est très compliqué, ces choses-là. Donc ça, mais ces défis-là, nous ne pouvons pas le contextualiser dans les seules limites du pays. Nous sommes dans un contexte, chez nous plus qu'ailleurs, où l'extérieur a encore de l'influence. Mais c'est ça. Si chez Okitundu,
dont on a oublié de dire peut-être que Cheo Kitundu a l'avantage d'être à la fois muséiste et kabyliste. Parce que Cheo Kitundu vient d'où? Il vient de la Suisse. La Suisse, le pays où s'est réfugié l'essentiel des progressistes à l'époque avec un certain Raphaël Ngenda. C'est quand Mouzé est allé en Suisse, et Jean-Pierre Kambila, l'actuel du chef de l'État, bref, c'était un vivier des Lumumbistes là-bas, et une fois dans les années 80, je crois que c'était en 86-87, Laurent Désiré Kabila, c'était pas encore Mouzé, est allé là-bas comme maquisard, il a rencontré Ngenda et les autres, et quand il a commencé sa... Et tout ce beau monde-là est entré dans... donc c'est quand même important de situer Che par là et de dire aussi que Che n'en est pas à sa première présence aux affaires étrangères. Et donc c'est quelqu'un qui est dans le... Alors je voudrais terminer par un autre aspect, toujours par rapport à ce gouvernement, c'est qu'il ne faudrait pas non plus qu'on donne l'impression que ce gouvernement a vocation dans reste à résoudre tous les problèmes. Qui trop embrasse, mal étreint. Ces gouvernements, on les jugera à l'aune de sa capacité à créer les conditions pour que le pays aille aux élections. Les restes là, je crois que ça... Oui, mais Jérôme, John et... Ça ne sera pas chose facile pour... sur le plan politique, hein? Bien sûr, sur le plan politique, parce que avoir l'ossature du gouvernement, ce sont des grosses pointures de la majorité qui sont là. Si réellement la majorité présidentielle veut aller aux élections, que Bruno Tshibala puisse avoir l'impérium du gouvernement et que les décisions qui seront prises ne soient pas piégées, parce que ça risque de tout compliquer. Il est évident que sur le plan politique, les hommes en face des deux agendas qui s'affrontent, l'agenda de la majorité présidentielle et l'agenda du rassemblement. Et tous ceux qui étaient dans l'opposition, qui rentrent dans les gouvernements, basculent de la majorité. Donc il faut faire en sorte que... Ce n'est pas certain, hein? Ce n'est pas certain, mais c'est une analyse que je suis en train de faire. Je vous en prie. Ça, c'est une analyse que j'ai faite par rapport notamment aux sondages que nous écoutons sur Top Congo, sur Radio Okapi, et ainsi de suite, que nous analysons. Maintenant, je pense que là où il doit y avoir vraiment des retenues, c'est du côté de l'autre. Parce que je ne vois pas la possibilité de mettre encore sur pied un autre gouvernement. C'est ce gouvernement qui doit nous... Et si ces gouvernements doivent nous amener aux élections, les amis du rassemblement doivent mettre suffisamment d'eau dans leur vin afin de permettre d'attendre que ce gouvernement réussisse. Et pour que ce gouvernement réussisse, en tout cas, ils doivent se mettre dans la position d'acteur et non dans la position d'acteur. Et en ce moment-là, on peut espérer que les choses peuvent aller pour le mieux et obtenir... Merci John. C'était plutôt moi. Ah, je vous en prie, rapidement. Oui. Je voudrais rentrer veine que Jérôme, mais tout en faisant remarquer que là, il n'est pas lieu d'avoir des chocs d'agenda. On doit avoir un agenda de la République. Il est très important d'avoir un agenda commun afin de pouvoir éviter les querelles intestines du point de vue politique. Parce que ces gouvernements doivent faire face à des défis sérieux en termes de sécurité. On l'a évoqué ici. Mais je ne voudrais pas crever l'abcès. Mais quand on regarde la question électorale, aujourd'hui, sur base des analyses des techniciens du domaine, il est probable que les élections ne tiennent pas dans le délai. Et c'est-à-dire fin 2017. Il est que, oui, les techniciens ont déjà démontré que ça posera problème. Donc, il faudra créer autour de cela une sorte d'union. Bon, on n'y est pas encore. Je pense qu'il faut que tout soit fait quand même pour que nous ayons ces élections-là. Non. Je le dis comme un souhait. Pourquoi? Il ne faut pas simplement toujours dire que ça ne marchera pas. On n'a pas encore fini l'enrôlement. Aujourd'hui, on est à 22, 23 millions. D'accord, Freddy? Willy, je pense que nous commettons la vérité qu'il n'y aura pas d'élection le 31 décembre. Nous ne sommes pas des politiciens. Mais ne faisons pas non plus les prophètes des malheurs. Je pense que nous ne sommes pas des politiciens, nous ne cherchons pas de voix. Notre travail, c'est de dire la vérité à notre peuple pour s'assumer. Il n'y aura pas d'élection, mais pourquoi? C'est la question maintenant. Il faut des arguments. Pour le moment. Non, parce que la difficulté, c'est quoi, Willy? Et quand il n'y a pas d'élection, qu'il y a des désordres. Mais vous commencez à parler aujourd'hui, expliquer aux gens
qu'il n'y a pas d'élection. On va vous taxer des gens qui ne veulent pas les élections. Non, le problème, c'est quoi? Moi, je ne suis pas ni candidat, je n'ai pas besoin de voix. Mon travail, c'est de dire la vérité à la population. Pour le moment, laissez-moi vous dire deux informations. Pour le moment, la Centrale électorale nationale indépendante, la CENI, n'a qu'une seule difficulté, c'est l'enrôlement dans l'espace du Kasaï. Et cette difficulté, la CENI peut faire 3 mois et terminer l'enrôlement. Oui. Il ne faut pas avoir peur de l'efficacité de la CENI. Je pense que nous sommes dans une situation difficile et on a l'impression ici que nous, élites, on suit la masse. La masse n'a pas la capacité de comprendre les enjeux. Notre travail, c'est expliquer la masse que ça va passer comme ça. Les gens, quand vous comprenez, on l'a corrompu, il a changé de camp. Merci Frédéric. Oui, avant de revenir sur ce dossier, je voulais, parce qu'il y a... Mais en fait, je crois que j'avais donné d'abord la parole à Bruno. Hein. Désolé, Diana, vous allez revenir. Merci, Willy. Je ne voudrais pas céder à la tentation de prophétiser si la note a tenu ou pas des élections en 2017. Je ne pense pas que ce soit la question fondamentale aujourd'hui. Vous avez posé la question, quelle est la décrispation nécessaire qu'il faut pour que le gouvernement Tchibala atterrisse en douceur par l'objectif. Je note que les objectifs de ce gouvernement ont été clairement définis, aussi bien dans l'accord de la Saint-Sylvestre, dans l'arrangement particulier et même dans les discours du chef de l'État dernièrement, lors du dernier donc, mais pour parler de la décrispation, il faut dire que le problème, à mon avis, se posera plus dans les chefs du Premier ministre que dans les cas de la majorité présidentielle. Parce qu'il est, lui, le chef du gouvernement. Et l'accord de la Saint-Sylvestre lui donne des responsabilités devant le Parlement par rapport aux enjeux, par rapport aux objectifs. Mais entre nous tous ici, nous savons que le gouvernement Tchibala aujourd'hui est dirigé du côté rassemblement par les enfants bannis du rassemblement, par les enfants entre guillemets maudits. Alors, il est important. C'est un terme difficile, hein, entre guillemets. Un terme. Maudit par le rassemblement originel, pas maudit par les journalistes. Les journalistes se sont bien servis par rapport à l'information. Alors, il est important de se considérer véritablement comme un capitaine de bateau et ne puisse pas régler des comptes à ses amis qui sont restés dans l'aile dure. Non seulement le Premier ministre, mais y compris les autres ministres. Parce qu'ils sont sortis d'un bras de fer, d'une sorte de royal avec les amis qui sont restés à limiter. Et ils peuvent être hantés par un spectre de démonstration de force et de démonstration de privilèges. Ça serait chaotique et dramatique pour le pays. Deuxième impératif, qui est une sorte de décrispation psychologique. C'est-à-dire que ceux qui sont au gouvernement doivent rassurer ceux qui sont en dehors du gouvernement, que ce soit du rassemblement, que ce soit du front pour le respect de la Constitution, qui, par refuser d'entrer au gouvernement tout en préférant le rôle d'arbitre ou plutôt de surveillant. Alors, si le gouvernement disponibilise facilement les moyens, ne serait-ce qu'en utilisant les rythmes imprimés par le gouvernement Badi Banga pour décaisser régulièrement les gens pour la CENI pour qu'ils continuent les opérations électorales, si le gouvernement donne les signes d'apaisement et de respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution côté opposition, je crois qu'il y aura une sorte de décrispation, une sorte de cohésion politique et ça aura des effets de contamination à l'extérieur du pays. Parce que l'extérieur vient se greffer quand il y a des problèmes à l'interne. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de problème, l'extérieur ne viendra pas vous créer des problèmes. Nous allons quitter le pool de la mort ici, mais avant, on donne la parole à Diana. On va passer aux finances. Je voulais dire ceci, que nous n'allons pas donner l'impression ici qu'on a mis en place un gouvernement Badi Banga pour gérer les conflits entre les politiciens. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Bruno Tchibala. Oui. Ce gouvernement est là pour la situation, mais pas pour gérer les politiques. Si nous disons quels seront ses rapports avec Tshisekedi, Félix, quel sera avec Olenganko et tout ça, je pense que nous sommes en dehors des vrais enjeux de ce gouvernement. J'ai entendu quelque chose chez Jérôme qui m'a fait froid au dos, à dire que, je l'ai senti, j'ai vu ça avec le Premier ministre Matata, qui sans doute s'était mis en tête qu'il y a des autorités ici, c'est contre ces poids lourds qu'il faut engager la guerre. Et on l'a vu, un Premier ministre qui avait un discours pas tout à fait commode avec sa majorité. Il estimait que c'était la majorité et qu'il lui faisait des alors qu'il était de cette majorité. Ce discours-là, je viens de l'entendre ici. Bruno Tchibala devra faire attention au poids lourd. Non.
cette histoire-là, au Congo, on dit, non, Pas compris. on est dans Il un faut gouvernement. la plénitude du pouvoir, c'est ce que j'ai dit. Mais l'ordonnance du président lui donne quoi? Voilà, le pouvoir. Mais Très bien, merci. chaque ministre ça a est été dit. responsable de son secteur. Alors Très bien. comment c'est possible le poids lourd de la majorité vont empiéter? Ça, c'est une histoire que vous nous avez amenée Merci. avec Il y a une ordonnance. On ne va pas entrer dans les tensions entre pas la majorité et citer le les noms ministre. comme ça, Diana. Un minimum quand même des retenues. Mais vous ne m'avez pas laissé terminer. Alors, si vous continuez à citer des paroles, terminez parce que j'ai beaucoup d'amour. Je termine en ce qui concerne, pour ce point-là, je dis qu'un Premier ministre ne va pas là-bas pour être en conflit avec quelqu'un d'autre. D'accord. Des premiers ministres opposants, ça c'est nous demander, nous ici, de faire qui est carré. C'est impossible. Très bien, Soit merci. c'est un cercle, soit c'est un Merci. carré. Alors, en ce qui concerne les difficultés des élections, je voulais dire tout simplement un mot, c'est que la CENI n'a pas été consultée. La CENI continue à travailler conformément aux prévisions de l'accord de la Cité de l'UIA. Les accords de la CENI ne l'avait même pas écouté. Un bémol, un bémol. Un bémol. Et les et tout ça, tout le monde. Et puis, lorsqu'on devrait commencer en janvier, on va commencer en mai. C'est tout à fait logique qu'il y a un temps à récupérer. Merci beaucoup. Je sais que le temps va être récupéré, mais ne mettons pas des principes, des différents principes de gestion. D'accord? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons aborder la deuxième commission. Il y a des hommes. Je voudrais un petit truc là. Non, sinon on ne va pas avoir des minutes. Non, Les une pays. minute. 50 secondes. Donc, moi je demande, il y a M. le Premier ministre qui avait publié une tribune sur ce troisième dialogue. Il avait donné des éléments, il a parlé. Troisième dialogue. Il a parlé même de la situation de la il a démontré qu'il sera impossible de faire les élections le 31 décembre 2017. Voilà, je demande aux gens de lire ce document-là, ce serait intéressant. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder la deuxième de la commission Ecofin, économie et finances. À la tête de cette commission, il y aura le vice-premier ministre José Makila, qui est lui-même chargé d'un secteur précis, un secteur important. Dans cette commission, vous avez les ministres des Finances, vous avez le ministre du Portefeuille, vous avez les PTT, vous avez la branche financière du gouvernement. Et face aux défis majeurs qui sont les nôtres, le taux de dollar est vraiment... la monnaie a perdu beaucoup de sa valeur, le taux d'inflation a augmenté, les indicateurs macroéconomiques sont vraiment revenus au rouge et nos réserves d'échange sont pratiquement s'épuiser. Il est donc important que ceux qui arrivent dans cette commission du gouvernement puissent avoir des journées de 48 heures. C'est-à-dire travailler doublement. Parce que non seulement pour arrêter l'hémorragie, mais travailler pour reprendre les conditions d'il y a quelques mois, quelques années. Alors, qui sont ces hommes? Qui sont les ministères que vous avez... John avait commencé déjà j'avais à en parler. Sans nécessairement tous les citer, relever que l'Ecofin, c'est économie et finances. Alors, j'ai constaté qu'il y a une sorte de, on va dire, dualité. Aux finances, Henri Yves Moulin, qui est un homme discret, un technocrate, un homme du système. Et puis, vous avez à l'économie Joseph Kapika. Blanchi sous les harnais de l'UDPS, ancien porte-parole de l'UDPS, et on va dire qu'il vient aux affaires pour la première fois. Ce qui va nécessiter quand même un porteur. Je constate qu'il y a quand même des bases qui sont restées, les ministres du budget, parce que économie et finances, c'est quand même budget et finances en réalité. Les deux. Donc, pensez que les moteurs, le duo moteur de l'économie et finances peut faire progresser la machine très rapidement. Il y a une sorte de jeu des chaises musicales avec Tia Boussa qui est venu au commerce extérieur. Lui, c'est un député, un président des partis politiques, Modeste Bahati, qui est au plan
qui était à l'économie avant, un économiste patenté et qui maîtrise très bien. Vous avez l'entrée des bienvenus, l'IOTA, qui était précédemment PCA de la structure qui allait gérer les assurances en RDC. Vous avez Emery Okunji qui peut jouer au PTT, ainsi de suite. Mais en fait, je peux dire que pour ces commissions ECOFIN, sans peut-être anticiper sur les débats, les défis majeurs sera, je crois, l'objectif majeur, c'est de travailler sur le budget, à mon sens. Parce que je pense que Bruno, avec qui j'ai échangé cette semaine à propos des... Bruno Bolisson, parce qu'il faut tuer quand même. Désolé, c'est pas Bruno quand même, John Womba, il faut être précis. Avec qui j'ai échangé cette semaine surenchère sur les crédits. Non, ce n'est pas impossible non plus. Sur les crédits provisoires, effectivement, c'est toute une histoire. On a fait une surenchère terrible autour des crédits provisoires. Mais il est grand temps que les gouvernements puissent budget. Et les derniers budgets, il était quand même plutôt mal en point parce que c'était 4 milliards 5. 4 milliards 5. Et c'était plutôt un budget très faible. Il n'a jamais été présenté, défendu, il n'existe donc pas ce budget-là. Oui, voilà. Bon, toujours est-il que c'était une base qui avait été proposée. Moi j'estime, donc en attendant qu'on revienne dans les vifs du débat, que les priorités de cette commission, c'est de travailler rapidement sur les budgets et donner à l'État ses moyens de fonctionnement. Jérôme, rapidement, je constate par exemple que les secteurs producteurs nous exportateurs des ressources naturelles, les ministres pour les mines et pour les hydrocarbures sont restés les mêmes. Ça n'a pas changé, c'est parce que c'est un indice. Oui, il y a quand même des hommes de grande valeur dans cette commission. Moi, je voudrais plutôt apporter une petite contribution sur ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que tout le monde doit comprendre que la gestion du cadre macroéconomique repose sur deux leviers importants. C'est la politique budgétaire qui est pilotée par le ministre des Finances. Et là-dedans, vous avez le budget. Il faut qu'on dote le pays d'un budget maintenant qui est la boussole qui va permettre au pays de pouvoir avancer en ayant... Mais vous avez aussi la politique monétaire qui est complémentaire à la politique budgétaire et qui permet à ce que les cadres macroéconomiques se stabilisent. Or, la politique monétaire vient de subir un coup, un choc terrible. Les réserves d'échange qui fondent comme neige au soleil, avec tout ce que nous avons connu, on vient de très loin, 1,750 milliard. Là, on est à 2 semaines maintenant d'importation, c'est ridicule, ça ne tient pas la route. Et il y a eu injection dans la masse monétaire en circulation de faux billets, qui a constitué aussi un malheur. Un malheur, la Banque centrale cherche un peu à extirper cela, mais ça donne, avec le feu de la population, on assiste à une situation difficile qui complique encore la tâche. Donc, la première des choses, c'est de faire en sorte que nous puissions manager très bien les deux politiques, politique budgétaire, politique. Deuxièmement, nous devons avoir un budget réaliste. Il ne faut pas que ce soit un budget fantaisiste. Troisièmement, il faut que la chaîne de la dépense soit bien respectée, mais qu'on mette à côté de cette chaîne de la dépense, mais n'oublions pas non plus le fait que même si nous faisons descendre les anges du ciel pour nous aider à mobiliser les recettes, pour le moment, on ne peut pas arriver à 10 milliards. C'est impossible. Ce qui est vrai est qu'il y a des... Je vous informe que rien que les exonérations représentent 45% des recettes globales que nous mobilisons. Donc, il y a des choses, il faut mettre un terme à ce qu'on appelle les exonérations qui ne découlent pas de ce qu'on appelle le nouveau code d'investissement. Oui. Il faut également qu'au niveau de ce gouvernement, qu'on prenne toutes les dispositions pour respecter la chaîne de la dépense, bien sûr, mais qu'on réduise les trains de... Nous sommes dans un gouvernement où les gens veulent avoir le même privilège comme si on était dans une situation normale. Quand bien même, non, je parle en tenant compte de ce que... Je vous en prie, ne faites pas attention à Diana. Alors, quand bien même, je vous informe qu'elle est en train de monter. Mais cette courbe des recettes est tributaire du volume d'importation.
Lorsque les volumes d'importation augmentent, automatiquement les recettes augmentent. Encore qu'il faut avoir une fiscalité plus ou moins compétitive, comme le chef de l'État. Mais là aussi, il faut permettre aux régies financières de faire... Très bien, rapidement, parce qu'on va prendre les deux derniers... Et pour terminer, c'est le dernier point, le gouvernement doit faire un effort. Il est évident que les partenaires au développement, notamment les institutions des Nations Unies, ce qu'on appelle les organismes du système des Nations Unies, peuvent nous apporter quelque chose. Disent non, rien. Ils sont en faillite. Mais attention, nous avons, ça fait plus ou moins 5 ans que nous n'avons pas bénéficié des appuis budgétaires. Les appuis budgétaires peuvent venir et peuvent être un budget pour nous permettre d'organiser des élections. Mais nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international. Pour que vous puissiez bénéficier des appuis budgétaires, vous devez être obligatoirement en programme. Mais les 500 millions que le ministre des Finances a ramenés de sa tournée... américaine. Ça ne relève, ce ne sont pas des appuis budgétaires. Nous sommes en programme avec la Banque mondiale, qui a un portefeuille de 3,5 milliards de dollars disséminés sur 18 projets. Nous sommes en contact et c'est dans cette optique-là. Voilà pourquoi parce qu'il faut donner des propositions concrètes. Quand je lis les rapports des... Je vous en prie, allez-y, on n'a pas beaucoup de minutes. Alors, il faut que des réformes courageuses soient prises. Et parmi ces réformes-là, il faut nécessairement que nous... Les NIF, l'identifiant fiscal unique, il ne faut pas laisser ça à la portée seulement de la Direction générale des impôts. La Banque mondiale venait de nous faire un don de 50 millions de dollars. Il faut prélever d'autorité 7 millions là-dedans. Et pourquoi on a besoin de ces NIF? Parce que ça va nous permettre complet et dynamique. Merci Jérôme. Merci. On vous a saisi. Nous sommes 75 millions ou 80 millions d'individus et nous avons moins de 500 000 personnes physiques et morales confondues. Merci Jérôme. Jérôme est un expert. Il adore les finances. Doit 800 milliards de francs congolais au titre de la TVA à rembourser. Merci beaucoup Jérôme. Je crois que ce que Jérôme dit est important. Si nous le demandons de courter, c'est parce que le sujet est important. Mais ce qu'il a dit, vous l'avez saisi. Je pense qu'il faut dire à Jérôme que la Banque mondiale n'a plus d'argent. Il y a la banque que les Chinois viennent de créer pour le développement dans le cadre de... Oui, c'est une piste aussi à examiner. L'argent est là. Même les Américains vont entrer. De chercher les médias à 14h, il faut que le gouvernement prenne contact avec cette banque pour qu'on soit aussi éligible. Ça, très bien, merci. Et des deux, je vous dis qu'on se pose la question. Est-ce que notre pays a une politique économique? On n'a pas une politique économique. Il y a eu des CRP1. Est-ce qu'on a fait les bilans? Et ça a marché, ça n'a pas marché. Maintenant, nous sommes dans des CRP2. Est-ce qu'on en parle? Ça prouve que jusqu'à présent, le Congo n'a pas une politique économique. Il faut que vous entendez seront vraiment malheureux ce soir. Non, il y a une politique économique, peut-être que vous ne la connaissez pas. Il n'y a pas de politique économique, on suit les DCRP. Mais c'est une stratégie. Je vous en prie, nous allons continuer. Freddy, merci. Nous allons continuer. Il nous reste une dernière commission, il nous reste 10 minutes. Mais je voudrais non, vous avez déjà parlé. Vous avez déjà parlé. La commission Ecofin. Je passe à la commission Ecofin. Je crois que dans cette commission, il faudrait qu'on puisse revitaliser d'autres secteurs qui sont générateurs de recettes, mais qui ont été mis en veille. Je parle des hydrocarbures. C'est vrai qu'au niveau de Graben, il y a des problèmes sites stratégiques ou je ne sais pas environnementaux, mais au niveau de la cuvette centrale, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de signature de CPP, oui, ça fait plus de 6 ans. Voilà, ce qui est anormal. Ce qui est anormal parce que notre budget est de à celui. Donc on pouvait bénéficier de pas de porte comme à l'époque. Il faut compter, donc il faudrait que le ministre Mouken essaie un peu de travailler de ce côté-là. Il faudrait compter avec les retours aux affaires de Ngele Photo, au ministère de l'Énergie. C'est un peu de voir comment revitaliser les grands Inga. On rappelle ici que Ngele Photo, c'est avec lui que le cadastre minier a été revitalisé. Donc c'est déjà quelque chose. Et puis il y a des hommes comme le maître Lumea qui est un fin juriste parlementaire depuis plus de 10 ans. Donc on peut connaître les arcanes de l'État quand même. Revitaliser ou plutôt rentabiliser le domaine foncier qui est aussi générateur de recettes. Merci. Donc, alors il nous reste 10 minutes. Il y a un domaine important. Parce que ce gouvernement, aussi fort, aussi puissant qu'il soit, il y a des sujets qui touchent directement le pouvoir d'achat des populations, les problèmes de la santé, de l'éducation. Il y a examen d'État organisé cette année, et c'est voie. Et il y a d'autres projets qui doivent être mis en place. Alors, pour le moment,
Normalement, on ne sait pas qui parmi les vice-premiers va diriger cette commission-là. Et selon les informations que nous avons recueillies, s'il n'y a pas un vice-premier, ce sera le ministre précédent, le ministre d'État, qui prendra cette fonction de diriger cette commission permanente du gouvernement. Alors, dans cette commission-là du social et socio-culturel, vous avez le ministre de l'Éducation, vous avez le ministre Travail et prévention sociale. Ce sont des choses extrêmement importantes. Vous avez le ministre du Tourisme, d'ailleurs, qui sont des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes quand même dans le secteur du social. J'espère que ça va donner une impulsion. Alors, par rapport à quelque chose à ajouter, Jérôme, très rapidement. Oui, les sociales, vous savez, nous ne pouvons pas dire le mensonge à notre population. Il ne faut pas s'attendre à un miracle de ce gouvernement. Quelque chose pourra être fait. Si et seulement si le gouvernement essaie, serait-ce qu'un début de solution aux problèmes qui se posent. Et comment le faire? C'est-à-dire, moi je suggère, les 28 mesures qui étaient prises là n'ont pas donné des résultats escomptés. Il y a eu encore d'autres. Bien sûr, j'ai toute la situation. Il faut vraiment les responsables au niveau du gouvernement associent d'autres expertises pour essayer de prendre quelques mesures phares et essayer d'élargir de manière automatique, à travers l'identifiant fiscal unique, l'assiette fiscale. Là, mais l'État n'arrive pas à capter cet argent à cause de trop de problèmes qu'on peut résoudre, ne serait-ce qu'avec des lois, avec des mesures qui peuvent être prises à gauche, à droite. Et l'impunité est à la base de cette insuffisance qui nous fait manquer beaucoup d'argent à notre trésor. Je voudrais profiter. Même s'il a pris la parole de force, mais merci. Pour faire remarquer que nous n'avons pas nécessairement besoin d'aller très loin. De manière triviale, les gens ont besoin de manger, boire. Et manger et boire, c'est à notre portée. Je veux dire, c'est à la portée de ces gouvernements. Jérôme a parlé aujourd'hui de 2 semaines d'importation. Moi, je me demande d'importation. Alors qu'il suffit, chez nous, ici, de produire ce que nous consommons nous-mêmes. Ça fait 20 ans qu'on dit alors qu'il suffit. Oui, mais on ne le fait pas. Oui, ça fait 20 ans. Il suffit seulement d'aller dans les... On dit que les poissons meurent de vieillesse. C'est une litanie. Ce n'est pas sorcier. Les gens ont besoin de manger. Malheureusement, ça ne se fait pas. Mais voilà, eh bien, le gouvernement Tchibala devait s'en saisir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, acheter un bateau de pêche coûte moins cher qu'acheter une Mercedes ML. Alors, achetez un bateau de pêche, mettez-la sur les fleuves et pêchez le poisson au lieu d'en importer. Donc, on n'aura plus besoin d'importer. Parce que notre plus grand problème maintenant... Merci, John. Merci. Oui, absolument. Nous ne produisons pas. Le secteur social, c'est le secteur qui va le plus souffrir. Compte tenu des missions, les 3 missions du gouvernement, ne nous voilons pas la face. L'attention, c'est les élections. L'attention, c'est la cohésion politique. La social va souffrir. Et je pense que les gens doivent savoir qu'il n'y aura pas de miracle. Le dollar ne va pas descendre en dessous de 14. Tout ce que le gouvernement doit faire, c'est éviter que le taux de dollar dépasse les 4. Le gouvernement peut éviter ça. Il y a 3 ministères clés par rapport à ce secteur social. C'est d'abord le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas une habitude, mais félicitons quand même des bons exemples. On avait beaucoup de à la tête du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas un professeur d'université, mais je crois que parmi les ministres qui ont travaillé de manière pragmatique et exemplaire pendant le gouvernement Badi Banga, Mika peut se compter, notamment la réduction de la pression sur les syllabus. Et puis avec Gaston aussi, il faut le féliciter, Moussemena, qui veut réduire surtout les mauvais gestionnaires des établissements supérieurs. Ce sont des exemples à applaudir. Mais il y a aussi, on parle du ministère délégué en charge des Congolais de l'étranger. Ça, c'est une dimension sociale, Willy. Ce n'est pas une dimension politique. Les Congolais de l'étranger, la politique, c'est moins. Ils ne sont pas des djihadistes, mais ils ont besoin ranimer leur amour du pays. Ils ont besoin de venir participer à la reconstruction du pays, à l'investissement. Il faut des ministres vigoureux qui vont parcourir. Par exemple, on a par exemple en Afrique ici plus d'1 million de Congolais. Est-ce que chassés? Ils sont l'objet de brimades impossibles. Donc il faut que le gouvernement s'intéresse aussi à cette diaspora qui est nécessaire au développement du pays. Je n'ai pas oublié la santé qui est un secteur crucial, encore que là c'est généralement, on remarque que ceux qui passent à la santé tout de suite après, ce sont des problèmes, leur image est entachée, je ne vais pas citer des noms.
Il faudrait que celui qui est là fasse attention. Merci. Vous voulez parler? Oui, oui. Parce que j'ai deux questions à poser. Ouais. Non, mais prenez la parole. Parce que Ok, non. c'est une question de violence, prenez la parole. Ok, moi, je ramasse la parole. Ok, je voudrais dire concernant les problèmes culturels, je pense que la difficulté chez nous ici, on a encore beaucoup d'élites. Muzungu anasema, Muzungu ndio Mungu. Donc, mais il n'y en a pas, il n'y a aucun blanc dans les gouvernements. Non, Muzungu anasema, donc il croit toujours à l'étranger. La Banque mondiale. Ah, Banque mondiale et autres. Donc il faudrait... La Banque mondiale, c'est une banque mondiale. C'est une banque où vous êtes membre. Comment vous allez dire des choses comme ça? Aller plus loin. Donc le travail à faire maintenant, je pense que c'est au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, c'est faire un travail pour que les Congolais deviennent eux-mêmes. Il faut décoloniser les Congolais. Jusqu'à présent, depuis qu'on est indépendant, 5-6 ans après, on se comporte comme toujours des gens colonisés. Merci. Donc, José, sur le social et le culturel, ça se lie, ça se tient, hein, rapidement parce qu'il y a une question posée. Oui, en réalité, le tout se tient, de la politique au social. Oui. Ce que moi je voudrais dire, je crois que je n'entrerai pas dans l'exégèse de nos amis par rapport au gouvernement, mais je voudrais simplement dire nous ne devons pas perdre de vue que ce gouvernement n'est pas un gouvernement ordinaire. Vous l'avez déjà dit. Oui, ça implique quoi? Ça implique que nous ne pouvons pas commencer à parler secteur par secteur comme si nos ministres de développer leur politique dans tous les domaines. Ici, tout doit concourir à quoi? À une chose. Que faire pour sortir de l'ordinaire? On sort de l'ordinaire en organisant des élections. Merci. Je voulais dire ceci, que d'abord la première chose c'est de définir qu'est-ce que nous entendons par social. Parce qu'on dit seulement social, n'importe qui a touché son argent à l'ONATRA ou ça, il vient avec une bouffe, il est baby. Le social en fait c'est quoi? Est-ce qu'il sera demandé au gouvernement d'aller toquer à la porte de chacun comme on donne la dose de polio pour donner la dose du social? Non. Il suffit du gouvernement. C'est question de chercher les routes, l'assainissement, les dès qu'il y a les routes, lorsque les gens peuvent aller au travail facilement, lorsque les mamans qui vendent leur pain sur le boulevard ne sont pas chassés n'importe comment, c'est leur revenu social. Ils vont améliorer leur social en vendant leur pain. Mais ils ne doivent rien attendre du gouvernement de grand, sinon que cette sécurité-là. C'est la fin, nous sommes en train de terminer quelques secondes. Oui, 30 secondes, Willy. Oui. On l'a dit dans une émission passée ici que le ministre Badi Banga travaillait à un certain moment sous du moment où l'accord de la CENCO a été signé. Ils ne savaient pas, nous allons partir dans une semaine, dans 3 jours, dans 3 jours. Et ça a beaucoup préjudicié le gouvernement dans l'efficacité des résultats. Il faudrait que les ministres Tchibala se considèrent comme des ministres à part entière et entière à part de la continuité de l'État qui mettent les mains dans la pâte, qui ne suivent pas le découragement, ce n'est pas un gouvernement normal, ils peuvent faire 3 mois, ils vont partir, la CENCO a dit... ils peuvent commencer, les autres pourront s'enchaîner. Merci beaucoup, il y a eu beaucoup de jeunes ministres qui sont quand même là, mais il y a eu quand même un bémol, c'est que j'ai même fait une interview publiée dans le journal. Les femmes ne sont pas vraiment 6 sur 50, c'est quand même 59. Alors évidemment, peut-être ça entre dans le cadre que c'est... D'accord, bon, les mamans dans cette extraordinarité, les mamans sont fâchées. Merci beaucoup. Alors notre ambition ce soir, c'était, vous avez vu vous-même que le gouvernement qui va entrer en fonction, tâche énorme, mais c'est une tâche qui ne peut pas rater, parce que si ce gouvernement rate sa mission, eh bien nous avons ouvert les champs au chaos général. Il est vrai que ce gouvernement est mis en conditions difficiles. Nous avons dit dans cette émission qu'il faut que ce gouvernement examine en lui-même les conditions de décrispation de la vie sociale et économique et surtout politique. Les Congolais sont ensemble pour pouvoir protéger ces pays face aux dangers extérieurs. Il ne faudrait pas que le Congolais soit un danger pour le Congolais lui-même. Nous avons donc fini pour ce soir. Ça a été ardu, faire passer 5 comme ça au peine fin, des domaines aussi importants qui demanderaient des thèses de doctorat et avec des experts aussi, aussi fortement ancrés dans leurs idées qui sont mes invités aujourd'hui. Mais nous avons fait ce qu'on a pu et voilà, nous si on n'est pas atteint l'objectif que vous vous y attendez. Sinon, merci de votre participation à cette émission qui vous sera diffusée et rediffusée. Et cette émission qui est aussi sur YouTube, vous pouvez aussi la télécharger,
pouvez aussi laisser. Nous pourrons les lire ici dans une autre occasion. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.